Bonjour Mélisse, Bonjour Fanny. merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors toi, tu es infirmière au service de réanimation médicale et infectieuse de l'hôpital Bichat. C'est l'un des plus grands centres qui accueille les maladies infectieuses, même le plus grand de Paris. Vous avez accueilli tous les premiers cas de coronavirus à Paris. Quelle est la situation aujourd'hui dans ton service? Comment ça se déroule? Nous, effectivement, on a accueilli le premier malade du Covid le 24 janvier. Voilà, on est quand même un personnel qui est formé aux risques épidémiologiques et biologiques, étant donné qu'on est centre de référence à la base pour ce genre de pathologie. Ce qu'il se passe chez nous, c'est qu'on a vu quand même il y a quelques semaines, donc quand on a vraiment rentré dans l'épidémie à proprement parler, on a vu des vagues de patients arriver. Normalement, on fait un service de 20 lits de réanimation et 12 lits de soins continus. Donc, c'est des malades qui sont pas aussi graves qu'en réanimation, mais qui nécessitent quand même une surveillance bien spécifique, et on ne peut pas les mettre dans des services standards avec beaucoup de patients. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et petit à petit, en fait, depuis le début de l'épidémie, de la grosse vague épidémique qu'on a vu arriver, on a commencé à mettre d'abord 5 lits pour les patients testés positifs au Covid. On a commencé par 5 lits, ça a duré quelques jours. Ensuite, il y avait de plus en plus de patients. On ne peut pas refuser des malades. Donc, il y a eu beaucoup de transferts des malades qui étaient déjà chez nous avant cet épisode vers d'autres réanimations, d'autres hôpitaux. On est ensuite passé à 10 lits, puis 15 lits, puis les 20 lits de réanimation ont été complètement pris par les patients testés positifs au Covid. Et en fait, petit à petit, on a grignoté. Donc, l'unité de soins continus est devenue une prolongation de la réanimation. D'abord 4 lits, ensuite 6, ensuite ça a été 8, puis les 12 lits ont été pris. Là, actuellement, on en est à 38 lits, puisqu'on a même été prendre 6 lits aux soins intensifs de neurologie qui sont juxtaposés en fait à notre unité de soins continus. Donc, on en est à 38 lits, 38 malades, puisque de toute façon, dès que les lits ne restent pas vides très longtemps. Oui. Après, ce qu'on a pu constater donc avec les collègues paramédicaux, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en début de semaine, c'est qu'on a eu donc une grosse vague. Donc forcément, la mise en place des lits, l'entrée de tous ces malades quasiment simultanément, en fait, ça nous a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Enfin, c'est un travail monstre. En fait, là, depuis même un peu moins d'une dizaine de jours, on constate quand même que c'est un petit peu moins la folie, comme on dit entre nous. C'est un peu moins la folie dans le sens où il y a un peu moins de mouvements de patients. Les patients sont toujours graves, mais on patauge un petit peu moins dans la smoule. Donc, qu'est-ce que tu entends par moins de mouvement? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire qu'il y a moins d'entrées et moins de sorties? c'est ça, moins d'entrées, moins de sorties, parce que c'est vrai que un visiteur. Forcément, à l'entrée, on tâtonnait vraiment avec ce virus, même au niveau médical. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu avant. C'est-à-dire qu'on prenait des malades qui étaient quand même en défaillance respiratoire, qui nécessitaient une oxygénothérapie. Donc, on les prenait, on les évaluait, on les mettait sous oxygène. Et c'est vrai que souvent, il y avait une petite amélioration. Du coup, on les ressortait du service de réanimation. On les envoyait vers les maladies infectieuses, qui est très souvent la porte de sortie de chez nous, puisqu'on a une réanimation infectieuse. En fait, on s'est rendu compte à peu près à cette époque-là qu'on avait un gros pic d'aggravation entre le 6e et le 8e jour. Donc, malheureusement, ces malades-là, ils étaient un petit peu mieux chez nous. Du coup, on les avait sortis.
Donc, il a fallu les rapatrier chez nous. Donc, ça a fait énormément de mouvements. Voilà, malheureusement, beaucoup de décès. Donc, ça fait partie des mouvements. Donc, c'est voilà, des entrées-sorties qui sont vraiment perpétuelles et qui prennent énormément de temps, d'énergie aux soignants, aux médecins, à tout le monde au final. Et on va parler après justement de l'équipe soignante et un peu de la situation dans les hôpitaux. J'aimerais juste une dernière question sur la situation des malades. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un peu mieux compris, si je puis m'exprimer ainsi, sur la façon dont fonctionne ce virus? Et comme tu le disais, que vous sortiez des patients, mais qu'après vous vous rendiez compte qu'il y avait une dégradation au bout de 6 à 8 jours, là aujourd'hui, la prise en charge est différente. On sait un peu mieux comment les traiter, comment les soigner. Et sur une durée peut-être plus précise, on a une meilleure visibilité, j'imagine, depuis le début de l'épidémie. Alors oui, on a une meilleure visibilité, ça c'est sûr, dans le sens où déjà on est au courant de cette période d'aggravation qui va intervenir au bout de 6 à 8 jours. Donc déjà, ça nous permet d'anticiper et de ne pas se dire au bout de 5 jours, ah chouette, le malade va mieux, il sort. Et puis le lendemain ou le surlendemain, il revient, on l'intube en catastrophe parce qu'il se dégrade trop au niveau respiratoire et que du coup, il a besoin de revenir chez nous. Ensuite, c'était quoi la question précisément? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme information que tu voulais? Si vous les soignez d'une manière un peu plus précise aujourd'hui, parce que justement, vous avez un peu plus d'informations sur comment se comporte le virus. Donc là, si quand ils arrivent dans le service, vous les gardez 8 jours, 10 jours, que l'amélioration se fait au bout de tant de jours, est-ce qu'on a une meilleure visibilité là-dessus? Si on peut faire une généralité, j'imagine que tous les cas oui, sont… alors ce qu'il y a, c'est qu'au niveau, un service de réanimation, c'est toujours un peu le mauvais exemple à prendre pour parler des patients qui vont s'améliorer parce que par définition, on a les malades les plus graves. Donc, comme je te disais juste avant, on a eu beaucoup de malades très graves. Dans un premier temps, des malades plutôt au-dessus de 60 ans qui se sont dégradés ou se sont améliorés. Hein, mais c'est vrai qu'on avait quand même eu davantage de dégradation que d'amélioration. Beaucoup de décès. Donc voilà. Ensuite, les malades là qu'on voit arriver sont quand même de plus en plus jeunes. Il faut quand même dire la vérité. Donc ceux-là, on va très rapidement quand même rentrer dans des soins invasifs de ce que nous on constate parce qu'il y a la dégradation qui arrive. Ensuite, au niveau de la transmission du virus, on prend toujours beaucoup de précautions, mais c'est vrai que au niveau des unités d'hygiène, on commence à avoir un petit peu des modifications au niveau de la prise en charge, c'est-à-dire que il y a encore 15 jours, 3 semaines, on était sur la surblouse étanche, stérile, les lunettes, le masque FFP2, la charlotte, enfin tout, les gants pour aller ne serait-ce que préparer un médicament dans la chambre. Donc, on a eu énormément peut-être de gaspillage, mais bon, en même temps, on ne pouvait pas le savoir, de matériel. Aujourd'hui, on commence à adopter des pratiques différentes parce qu'effectivement, on sait comment on a une meilleure visibilité sur comment se transmet le virus. Donc voilà, chez un malade qui est intubé, il y a quand même très peu de projection dans l'air, sauf si on aspire, on déconnecte le tube ou choses comme ça. Il y a très peu de projection du virus dans l'air de la chambre. Donc, pour les soins qui ne sont pas rapprochés ou très peu rapprochés, pour préparer un médicament, changer une seringue, choses comme ça, on va prendre beaucoup moins de précautions. Voilà à peu près l'évolution qu'il y a au niveau de la prise en charge en tout cas. Okay. Et pour parler justement des moyens, tu parlais des protections et de tout le matériel que vous utilisez pour vous protéger. On sait que les hôpitaux ont besoin de moyens. Et vous êtes en manque cruel de matériel, de tout matériel, de surblouses, de masques, de tout ce dont vous avez besoin. Comment ça se passe à Bichat? Est-ce que vous recevez des aides, peut-être notamment de particuliers ou de sociétés diverses? Parce qu'on sait qu'il y a maintenant des gens qui proposent de confectionner des masques et les envoyer aux hôpitaux. Alors, avec plus ou moins de qualité, c'est peut-être aussi ça le problème que vous rencontrez aujourd'hui. Quel est ton point de vue là-dessus? Tu peux nous expliquer un petit peu la situation aussi?
Alors, nous, bah, c'est vrai qu'au début, on est pas de la même manière, on était très dans l'usage unique. Donc, on avait du matériel, mais comme on a toujours en fait du matériel en temps normal, on est quand même un service d'infectieux à la base. Donc, on a beaucoup de tout le temps, hein, ça c'est toute l'année, beaucoup de malades qui ont des pathologies infectieuses. Donc, il faut des masques chirurgicaux, des masques FFP2, parfois des masques FFP3, des surblouses, des gants, des charlottes, des lunettes, voilà, selon le type de malade qu'on a. Donc ça, c'est du matériel qu'on avait déjà en fait avant l'épidémie. Au début de l'arrivée des malades, l'unité d'hygiène nous disait voilà, chaque chose est patient unique. Donc c'est-à-dire que tu rentrais dans une chambre avec un masque, une charlotte, des lunettes, une surblouse, des gants. Oui. Et ça, en fait, donc tu gardais ça pour faire tout ce que tu avais à faire à ton malade. Et à la sortie de la chambre, tout partait à la poubelle. Sauf, bon, bien sûr, les lunettes, parce que c'est réutilisable. On les met dans un bac de désinfection et on les réutilise plus tard, une fois que le temps de désinfection a été respecté. Donc ça a été la première, les premières indications qu'on a eues de la part de l'unité d'hygiène de Bichat. Donc, chaque chose était patient unique. Petit à petit, ben voilà, on a vu les pénuries de masques arriver. Donc, ben, on nous a dit, après ce qui est complètement entendable, qu'un masque peut aller dans une chambre, puis dans la suivante. Oui. Voilà, le masque, il est valable 4 heures. Donc, bah, c'est vrai que ça nous a pas choqué de dire tout ce qui est sur la tête, c'est-à-dire Charlotte, masque, lunettes, tant qu'on n'y a pas touché, on peut très bien aller d'une chambre à l'autre avec. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire parce que bah, c'est vrai que jeter à chaque fois un masque qui, au final, aurait pu être utilisé dans d'autres chambres, bah, ça fait, comme je te disais tout à l'heure, beaucoup de gaspillage, mais une fois de plus, on ne le savait pas. Bien sûr. Par contre, on changeait toujours la surblouse et elle partait toujours à la poubelle à la fin des soins. Et maintenant, par contre, on en est arrivé au stade où on n'a plus de surblouse. On a plus ou très peu de surblouses. Du coup, les surblouses sont donc les surblouses avec les manches complètes sont réservées aux soins particulièrement proches, c'est-à-dire les moments où on va faire la toilette, les moments où bah, voilà, tu connais pas forcément, mais les malades pour les aider à mieux respirer, parfois on va les retourner, on les met sur le ventre, ce qu'on appelle le décubitus ventral. Donc là, on va être il y a une grande promiscuité avec le malade, donc on ne peut pas prendre le risque de s'exposer, d'exposer les collègues. Voilà. Après, ces blouses-là, elles ne vont plus à la poubelle en sortant de la chambre. Elles restent dans la chambre pour la prochaine utilisation dans la même chambre, bien sûr. Dans la même chambre, d'accord. Voilà. Mais donc, on utilise de moins en moins de matériel parce qu'on est comme tout le monde, on finit par être touché par la pénurie. Au niveau des masques, on est quand même un petit peu rationné, on va dire, même si, bien entendu, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore vu un jour où on n'avait pas de masque. D'accord. Il faut quand même être honnête. On a des masques. Les masques, tu le sais ou pas? Qui vous fournit en Comment? Fournis par quel? Alors, honnêtement, non, ça, on n'a pas du tout. Les infirmiers, en tout cas, les aides-soignants n'ont pas du tout la mainmise sur le côté un petit peu logistique du matériel. C'est plutôt donc les cadres qui vont s'en occuper. Et puis, de toute façon, je pense qu'on a un approvisionnement général sur non seulement l'hôpital, mais en plus le groupement hospitalier. Parce que j'imagine que c'est plus intéressant au niveau du prix de grouper les commandes plutôt que de faire service par service. D'accord. Qu'est-ce que tu me demandais d'autre? Non, on parlait justement de ce manque de matériel où vous en étiez aujourd'hui. Donc là, tu parlais du fait que vous ne jetiez plus vos surblouses. Voilà. Et on garde les masques. Les masques chez Bichat, pardon. Voilà. On garde les masques d'une chambre à l'autre. Après, bien entendu, on en a quand même beaucoup moins. Hein. Normalement, les masques sont exposés dans une réserve
Et quand un paquet de masques est fini, très bien, il va à la poubelle et puis on va en chercher un autre. Enfin voilà, normalement, c'est quand même, c'est pas une denrée rare. Sauf que maintenant, étant donné qu'il y a eu non seulement beaucoup d'abus, beaucoup de vols, beaucoup de pertes, tout est sous clé dans le bureau des cadres et on nous donne en début de nuit, par exemple, pour tant de malades, à peu près, tu auras besoin de tant de masques. Bon, tiens, voilà, je te mets ça dans l'unité et comme ça, tu pioches sur la nuit, quoi. D'accord. Voilà, voilà. Après avoir parlé de ce matériel, on en vienne à la chloroquine, qui fait grand débat aujourd'hui, l'hydroxychloroquine, donnée avec antibiotiques. Et je sais qu'Abisha, vous l'avez introduit dans votre service il y a peu de temps. Alors, comment vous donnez ce médicament, à qui et quand, à quel moment? Comment ça se passe, ce traitement? Alors, l'hydroxychloroquine, effectivement, ça a été intégré dans l'étude qu'on appelle Discovery, qui est pratiquée donc à la PHP. Ça a été adopté il y a, je sais pas, je dirais 2 semaines et demie, 3 semaines, mais en fait, quand ça a été autorisé au final par le ministère de la Santé. Donc, alors, moi, je vais dire ce que moi je vois depuis ce moment-là. Parce que sur les 38 malades, forcément, c'est pas moi qui m'occupe de tous. Donc, sur les sur les malades que je prends en charge, ça va plutôt être sur des malades qui sont pas forcément intubés, qui sont encore donc très oxygéno-requérants, donc ils ont besoin de beaucoup d'oxygène pour ventiler correctement, mais qui ne sont pas intubés, qui ne sont pas forcément à un stade très critique de la maladie. Donc ça, c'est ce que moi, j'ai pu voir. Après, est-ce que ça peut se donner à des stades plus avancés? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, au niveau de l'étude, on n'est pas encore suffisamment loin, je pense, pour dire, voilà, c'est plus efficace que tel ou tel traitement. Et c'est encore des expérimentations. Hein, il n'y a pas de résultat avec le traitement à la chloroquine à Bichat, on n'a pas de résultat sur si des patients sont... Non. Aux informations, il disait que les premiers résultats devraient être publiés à partir de la semaine prochaine, si j'ai bien compris. Donc après, c'est les médecins qui font un petit peu des statistiques et des fiches, on va dire, de résultats pour se dire, voilà, la branche hydroxychloroquine va avoir eu tant de pourcentage de réussite ou non. Le Caletra va avoir tant de pourcentage de réussite ou pas. Voilà. Après, je ne sais pas comment il... On a déjà des résultats par le professeur Raoult. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant qu'infirmière, de ces résultats que lui expose? Alors, je crois qu'il a à peu près 1000 patients. Oui, 1000 patients. De réussite avec ce traitement. À peu près, peut-être exactement le bon que je donne, mais il semble que je crois que c'est ce que j'entendais, hein, à peu près 1000 patients et environ 91% de réussite. Alors, honnêtement, moi, je n'en pense pas grand-chose parce que je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas infectiologue. Mais ce qu'il faut prendre en compte, de toute façon, dans toutes les études, c'est à quel stade de la maladie le malade il était. Est-ce qu'on était en tout début de maladie ou est-ce que c'était déjà un malade très grave, intubé, qui était déjà en réanimation depuis plusieurs jours? En amont, quand on est testé positif, pas quand on est en réanimation, c'est ce qu'il expliquait. D'accord. Ensuite, quel est l'état de base du malade? Est-ce que c'est un jeune homme ou une jeune femme, peu importe, de 25-30 ans, sans comorbidité particulière, ou est-ce que c'est quelqu'un entre 60 70 ans qui va être insuffisant rénal, qui va avoir du diabète, du cholestérol, de l'hypertension, voilà, quelques troubles cardiovasculaires. C'est ça en fait qu'il faut prendre en compte, c'est que peut-être que ce médicament il a une portée qui va être très positive chez les malades avant la réanimation, chez des sujets plutôt jeunes avec un état de base qui est plutôt bon, et peut-être que ça n'aura aucun effet sur un malade beaucoup plus âgé. Donc ça, moi, j'ai aucune vue en fait sur cette étude, donc je peux pas dire
que c'est bien ou que c'est pas bien. Après, moi, personnellement, je penserais que on n'a pas de traitement actuellement dont on est sûr de l'efficacité. Donc, au pire des cas, je pense qu'il faut essayer. Il vaut mieux essayer. Je pense que Oui. tout un chacun, on nous dirait, voilà, tu as une maladie, on n'a pas de traitement, est-ce que tu veux qu'on essaye quelque chose? Autant ça marche, autant ça marche pas. Mais on se dit qu'il y a peut-être une chance de réussite et que cette chance, on a peut-être envie de la saisir en fait. Bah oui, bien sûr, on est d'accord. Je pense que c'est ce que pensent la plupart des gens. C'est pour ça qu'il y a un tel débat sur l'hydroxychloroquine aujourd'hui en France et dans le monde entier d'ailleurs. Alors, rapidement, on va terminer cette interview sur une note un peu plus légère, légère ou pas, ça c'est toi qui vas me le dire. On a un rendez-vous en France à 20h, en Suisse à 21h, où tous les gens vont sur leur balcon applaudir le personnel soignant. On a des personnes soignantes qui trouvent ça hyper sympa, preuve de soutien, de joie, etc. Et d'autres que ça agace plutôt. Quel est ton sentiment à toi sur ça? Moi, personnellement, je dirais qu'il y a un petit peu il y a un petit peu de pour, il y a un petit peu de contre. Alors, certes, c'est sympa, ça apporte de la reconnaissance à notre travail. Attends, ça me dit une bêtise là. Hop, clac. Non, ça m'a fait un truc bizarre sur l'ordinateur. Direct, on va dire. Ça apporte un petit peu de reconnaissance à notre travail dans le sens où voilà, on voit que la population, en règle générale, se rend compte de l'importance du travail du personnel hospitalier de manière générale. Mais à côté de ça, ces gens-là, est-ce que c'est les mêmes qu'on voit aller faire du footing toute la journée alors même qu'ils n'avaient jamais mis une paire de baskets avant le 15 mars? Donc c'est un petit peu hypocrite aussi à ce niveau-là. Après, il ne faut pas faire une généralité, bien entendu. Il y a beaucoup de gens qui respectent les règles du confinement. Mais voilà. Ensuite, ça donne aussi un petit peu l'impression que les gens se sont rendus compte que les hôpitaux, le personnel soignant, le personnel hospitalier en règle générale, en fait, existait il y a 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Donc c'est sympa, mais c'est un petit peu réducteur à la fois. Parce que. Le travail est le même. Là, il y a juste une épidémie, mais au sein de. Exactement. Voilà. Alors, pour certains services, les choses ont changé, mais en tout cas, pour nous, en réanimation, ce qu'on fait en ce moment, c'est ce qu'on fait toute l'année. Alors, certes, avec des proportions moins importantes, voilà, puisqu'on nous, dans notre service, on n'a jamais 38 malades, mais ces malades-là, c'est des malades individuellement qu'on aurait pu avoir en détresse respiratoire, intubés, avec des assistances circulatoires. C'est des malades qu'on aurait pu avoir à n'importe quel moment de l'année. C'est des malades qu'on a régulièrement au final. Donc, on pense, les gens ont l'impression que notre travail a commencé il y a 3 semaines. Alors après, tant mieux pour eux, parce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas conscience du travail qu'on fournissait, des manques qu'il y a au niveau hospitalier, autant au niveau du matériel qu'au niveau du personnel. Donc, tant mieux. S'ils ne s'en rendaient pas compte, ça veut dire qu'ils n'ont pas été confrontés à ça. C'est plutôt bon signe, on va dire, pour leur santé et pour la santé de leur entourage. Mais après, voilà, il faut leur dire merci parce que ça permet à ceux qui ne se rendaient pas compte des choses avant d'aller s'interroger. Ça crée quand même beaucoup d'élan de solidarité. Nous, c'est vrai qu'à l'hôpital, on a énormément de petits mots qui arrivent, des cartes, des remerciements, des professionnels qui nous livrent à manger, des chocolats, des crèmes, parce qu'on s'est plaint d'avoir les mains irritées à force de se laver les mains. Alors, on a eu des marques qui nous ont livré des crèmes hydratantes pour les mains, donc c'est vrai que c'est hyper sympa d'avoir autant d'élan de générosité de la part des gens. Après, nous, on n'a pas encore eu les masques en tissu, mais je ne suis pas persuadée qu'en réanimation, on les mettrait en place. Oui. Parce que bon, l'efficacité reste quand même à prouver. Mais voilà, il faudrait que les gens soient cohérents en fait dans leurs actions. C'est-à-dire que nous soutenir en nous applaudissant, c'est bien, mais il faut nous soutenir en restant chez soi, en respectant très scrupuleusement
les règles du confinement parce que c'est vrai que c'est dur, mais on est tous logés à la même enseigne en fait. On est tous enfermés chez nous, d'autant plus dans Paris. Voilà, on a vu sur la fenêtre du voisin. On n'a pas forcément de balcon, on n'a pas d'extérieur. Comment? Mais c'est mieux que de tomber malade. Mais c'est mieux que d'être enfermé dans un hôpital, ça c'est sûr. Et il faut nous soutenir aussi toute l'année parce que en fait, on se plaint, on fait des manifestations, les infirmiers anesthésistes, les médecins. Il y avait tout un tas de gens dans les rues il y a encore quelques semaines, quelques mois. En fait, les gens ne se joignaient pas à nous alors que nous on fait notre travail, on rentre chez nous, vous voyez. On demande davantage de moyens pour pouvoir soigner les malades, en fait. C'est une question de santé publique et on le voit bien. Voilà, on n'avait pas de moyens avant l'épidémie. Où est-ce que ça nous a conduit? À avoir une épidémie qui nous dévaste littéralement dans les hôpitaux parce que le matériel de base il est quand même rationné parce qu'il ne faut pas gaspiller inutilement. Le personnel, en temps normal déjà, dans le service dans lequel je travaille, déjà, il manque 20 infirmiers avant cette épidémie, en fait. 20 infirmiers pour tenir 20 lits de réanimation et 12 lits d'unité de soins continus. Et vous avez déjà du personnel qui est arrivé en renfort ou pas? Alors oui, oui, parce que de toute façon, notre personnel à nous ne suffirait pas en fait à faire tourner les 38 lits. Parce que la réanimation, de toute façon, on est un petit peu protégé par la loi, dans le sens où on ne peut pas mettre 15 malades pour un infirmier. Ça ne marche pas. C'est 2 malades. Comment? Est-il bien formé, ce personnel? Alors non, pas forcément. Non. Ah non, mais c'est malheureusement, en fait, malheureusement, au bout d'un moment, en fait, ça devient du bouchage de trous. Eh oui. On a 38 malades, donc on va dire que grosso modo, c'est 2 malades par infirmier. Donc, 38 malades, il faut 2 fois moins d'infirmiers. Donc, il nous faut à peu près une vingtaine d'infirmiers par jour et par nuit, puisque de toute façon, en réanimation, l'effectif de jour ou de nuit, il est le même. Donc, une vingtaine d'infirmiers par jour ou par nuit. Et quoi qu'il en soit, notre personnel à nous de la réanimation médicale qui non seulement est formé à la réanimation, mais est en plus formé aux risques épidémiologiques et biologiques, puisque de base, nous sommes un centre de référence pour ces pathologies-là, que nous avons 3 formations dans l'année. Donc l'habillage, le déshabillage, l'épidémiologie en règle générale, toutes ces choses-là. Ce personnel-là, en fait, ne suffirait pas à faire tourner la réanimation dans l'état actuel des choses. Donc, on a beaucoup d'intérimaires, des gens du bloc opératoire qui ont été réquisitionnés puisque les blocs opératoires, les chirurgies non urgentes ont été déprogrammées. Donc, on a des infirmiers anesthésistes, on a des étudiants en médecine qui viennent aussi en renfort remplacer un infirmier. On a des étudiants infirmiers qui viennent en guise d'aide-soignants. Donc après, ce personnel-là, non, il n'est pas forcément formé parce que la réanimation, c'est très spécifique. On a des malades qui sont intubés. On manipule pas un malade intubé comme on manipule quelqu'un qui arrive sur ses 2 jambes. Parce que le matériel est très spécifique, hein, il faut quand même en convenir. On a donc des respirateurs qui sont, c'est quelque chose que, à part en réanimation, au bloc opératoire, en salle de réveil, on ne voit pas ailleurs. Ah oui. Des assistants circulatoires. Donc ça, c'est des choses qui sont très spécifiques parce que même toutes les réanimations ne font pas d'assistance circulatoire, n'ont pas de malades avec des assistants circulatoires, donc c'est très particulier. On a des dialyses, on a différentes dialyses. Donc ça, c'est pareil, tout le monde ne dialyse pas, tout le monde n'est pas formé à ce travail-là. Donc, c'est très bien d'avoir du renfort de l'extérieur, ça c'est sûr, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est très bouchage de trous parce que il faut un quota de soignants pour un certain nombre de malades. Certes, on l'a,
mais au final, le personnel du service se retrouve encore plus sollicité que d'habitude parce que, et c'est bien normal, les gens qui viennent en renfort, ils ne connaissent pas les locaux, ils ne connaissent pas où est rangé le matériel, ils ne connaissent pas forcément le matériel en lui-même, ils n'ont jamais vu une assistance circulatoire de leur vie, ils n'ont jamais touché cette dialyse de leur vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, personnel du service qui connaissons et les locaux et le matériel, on va courir à droite à gauche pour aller chercher le matériel. S'il se passe une urgence et qu'il y a besoin, je sais pas moi, de poser des cathéters, d'intuber un malade ou chose ou autre, c'est nous qui allons nous y coller parce qu'on ne veut pas mettre les autres en difficulté. On va aussi prendre les malades forcément les plus lourds parce qu'on ne va pas laisser le malade qui a son assistance circulatoire branché avec sa dialyse, intubé, etc., 8 tours de pousse-seringue à côté, à la personne qui arrive, qui n'a jamais mis les pieds dans un service de réanimation. Donc, on se retrouve, nous, d'autant plus sollicités, avec de moins en moins de repos. Faut quand même savoir qu'on travaille 12 heures par jour ou par nuit. On est en alternance jour et nuit. On fait 2 mois de jour, 2 mois de nuit consécutivement. Et donc, parfois, on peut être amené à faire plus de jours, plus de nuits selon les besoins. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les horaires, ça reste 12 heures, que ce soit par jour ou par nuit. Donc, c'est important de dire que vous travaillez énormément et que je pense que tout à chacun ne le sait pas. 12 heures de travail, c'est beaucoup plus que la moyenne. Alors, vous avez du repos. C'est long. Là, vous en avez beaucoup moins. Donc là, on a envie de fatiguer le personnel soignant, ce qui est extrêmement important. Alors oui, ça c'est sûr, parce que d'habitude, c'est vrai que les gens autour de moi, ils me disent tout le temps « Ah, mais t'es encore en repos !» Oui, parce que quand on travaille 12 heures par jour ou 12 heures par nuit, on a beaucoup d'heures à rattraper. Bien sûr. Donc, on a régulièrement une semaine de repos. En ce moment, les semaines de repos, elles sautent un petit peu parce que, certes, on a du personnel qui vient de l'extérieur, mais une fois de plus, il faut qu'il y ait un espèce de ratio qui soit respecté. On ne peut pas mettre 20 infirmiers de l'extérieur sans personne du service. Ce n'est pas possible. Donc, les repos, on nous rappelle dessus. Parce que finalement, vous encadrez un peu ce nouveau personnel soignant qui est venu. Bien sûr. Donc, ça vous enlève une charge de travail, mais ça vous rajoute quelques temps de formation, d'encadrement. Bon, en tout cas, on l'a compris qu'il y a quand même énormément de choses à changer au sein de l'hôpital. C'est pour ça que vous manifestiez de toute façon il y a quelques mois. C'est pour ça que vous allez, je pense aussi, vous révolter après cette crise épidémique. Et même sans vous révolter, à mon avis, je pense que la population vous soutiendra peut-être d'une manière différente parce qu'on a bien compris l'importance de ce service public en France et dans le monde. Mais en France aussi, on parle d'un très bon système soignant chez nous, c'est vrai, un très bon système de soins, mais qui nécessite des moyens pour qu'on puisse endiguer justement des épidémies comme celle-là ou des choses qui nous arrivent sans prévenir. C'était très clair, très intéressant. Merci beaucoup, Maëlys. On va s'arrêter là. Merci à toi de t'intéresser à notre travail et de pouvoir justement relayer un petit peu les informations. C'est ça. L'important, c'est de relayer l'information et de pouvoir montrer à tout le monde ô combien votre travail est important et votre quotidien aujourd'hui. Un point aussi sur l'épidémie, mais encore plus important, c'est de savoir un peu comment vous travaillez au sein des services de réanimation et je pense que ça va en intéresser plus d'un. J'espère vraiment que quand vous verrez cette vidéo, je m'adresse à vous, ceux qui l'ont regardée, vous allez relayer l'information, relayer l'interview de Maëlys pour que tout le monde soit au courant du quotidien à l'intérieur, des manques de moyens, même si on les connaissait déjà, mais ça va au-delà et ça va au-delà de l'épidémie pour qu'on agisse tous ensemble après cette crise dans une réorganisation et de la société et du système hospitalier. Merci beaucoup. C'est vrai, ce serait quand même très bête de retomber sur le même système qu'on avait juste avant, alors qu'on vient de connaître et qu'on va encore connaître l'enfer. Donc, ce serait quand même assez bête. Ce serait assez bête, surtout qu'on ne sait pas s'il y aura une autre épidémie qui va arriver. Probablement, maintenant que le virus est connu, il va revenir, comme la grippe. Donc, on a intérêt de s'organiser différemment, ça c'est certain. Ah ça c'est sûr, oui. Bon, merci beaucoup. Merci pour ton temps, pour ton sourire, pour toutes ces explications. Bon courage à toi et à très bientôt. Merci Maëlys. Merci Fanny, bonne journée. Merci.